On ne peut pas tout simplement dire qu'on ne va pas participer à l'élection et puis on s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut Tout que ça à soit fait. une étape dans un processus. C'est-à-dire qu'on ne participe pas à l'élection, mais on prévoit quelque chose d'autre qui aura pour finalité d'aboutir à une alternance comme le veut le peuple congolais. Voilà, on ne peut pas simplement dire qu'on ne va pas aux élections et puis on s'arrête à ces stades. C'est pareil, pour ceux qui disent on va participer aux élections, on ne peut pas simplement dire qu'on participe aux élections dans des conditions actuelles, tout en sachant qu'on va de toute façon perdre et s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que les deux raisonnements, ce sont des raisonnements qui ne doivent pas s'arrêter à une certaine étape du processus. Ce sont des raisonnements qui doivent s'inscrire dans un processus. Et ce processus doit conduire à ce qu'on prépare les conditions d'un soulèvement populaire pour permettre qu'il y ait une alternance en mars 2026 ou en avril 2026. Donc, moi, je considère que ces deux positionnements, ce sont des positionnements d'étape. Ça ne doit pas être des positionnements définitifs, mais ça doit être des positionnements d'étapes qui doivent s'inscrire dans un processus qui doivent être dirigés et organisés dans le cadre d'une convergence. Et c'est ça le but de la conférence et ce sur quoi nous travaillons. C'est-à-dire que le travail qui va être fait ou qui est fait et qui va prendre de l'ampleur à partir du 7 février, ça va être un travail qui va se poursuivre dans la durée. Dans la durée, c'est-à-dire que En le sorte, travail. pardon, maître, vous êtes en train de dire élection ou pas élection, votre travail continue comme quoi aussi, s'il y a élection et qui s'autoproclame, vous allez Ah oui, on va capituler parce que continuer. finalement, il aura un autre mandat et voilà, c'est ça. Oui, on va continuer. C'est-à-dire que le travail, c'est de créer les conditions, de créer les conditions d'un accompagnement des revendications de l'opposition dans le cadre de cette élection et de ce qu'il pourrait en sortir. Voilà, le travail, c'est celui-là. C'est vraiment de faire passer les revendications de l'opposition ici. Et si l'opposition estime que l'élection n'est pas crédible, c'est à nous de faire le travail pour que ça ne passe pas ici aussi. C'est-à-dire qu'ici aussi, que ça soit considéré comme pas crédible. Voilà, donc, le C'est-à-dire, vous travail, êtes c'est en un train de travail dire avec la d'amplification. possibilité d'empêcher ou bien d'arrêter l'organisation de cette élection, c'est ça? Vous êtes bel et bien sur R7, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous vous invitons à soutenir cette émission en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager également autour de vous et de nous laisser en commentaire à la fin, bien sûr, de cette émission vos impressions. Avec moi sur ce plateau, maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Bonjour, maître, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Perrin, je me porte bien et j'espère que vous aussi, vous vous portez bien. Super bien, merci beaucoup. Alors, merci donc d'être avec nous sur R7, de nous revenir sur R7. Il y a bien longtemps que nos Oui, téléspectateurs il nous y ont a un peu longtemps, avoir c'est vrai. suivis. Merci pour cette disponibilité. Alors, vous avez récemment annoncé la tenue d'une conférence des oppositions congolaises. C'est une précision importante en France, dans les locaux du Sénat français. Cette conférence est prévue pour le 7 Euh, février 2026, soit exactement à un mois avant l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Nous allons donc en parler au cours de cette émission, notamment pourquoi parler des oppositions. Et donc, je souhaiterais commencer par comprendre d'abord le choix du siège du Sénat français pour une telle rencontre. Est-ce qu'il n'était pas mieux de trouver un endroit beaucoup plus neutre? Parce que là, on est carrément dans les institutions françaises, c'est un symbole de la République euh, française. Oui, alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que la conférence, elle est pour le 7 février. Et alors, le choix qui est fait pour une salle qui se trouve au sein du Sénat français, notamment au Palais du Luxembourg, c'est une façon d'accompagner les oppositions congolaises et aussi d'envoyer un signal
aussi bien à l'opinion nationale congolaise à l'intérieur qu'à l'opinion des Congolais qui sont au niveau de la diaspora, que les oppositions congolaises peuvent se faire entendre à partir de la France et donc entamer aussi dans la suite de cette conférence un travail de lobbying auprès des institutions françaises, puisqu'il y a plusieurs problématiques qui sont posées dans le cadre de l'élection qui se profile à l'horizon au Congo en mars 2026. Il y a plusieurs problématiques que les oppositions soulèvent déjà dans leur positionnement. Il y a des problématiques liées à la transparence, il y a des problématiques liées à la participation ou non à cette élection. Donc, ce sont des questions qui doivent être soulevées aussi bien à l'intérieur du pays dans le cadre d'un rapport de force, mais c'est aussi important que ces questions soient aussi soulevées ici à l'international, notamment en France, en faisant un travail de lobbying auprès des institutions françaises. Donc, le choix d'une salle au Sénat, c'est un choix qui pour nous est stratégique. C'est une façon de pouvoir associer nos amis français qui veulent qu'il y ait une véritable démocratie au Congo, une véritable élection transparente au Congo, et qui ont besoin de voir que l'opposition congolaise, au-delà de leurs différences de positionnement, peuvent être d'accord sur l'essentiel, notamment sur la nécessité que M. Denis Sassou Nguesso ne soit plus le dirigeant du Congo après mars 2026. Voilà. Oui, mais évidemment, je vous posais cette question, pourquoi cette particularité? Pourquoi la France? Pas seulement la France. Alors, vous Oui, voulez oui, là, vous êtes en train de nous parler d'une certaine ingérence, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais pourquoi? Pourquoi la France? Alors que la oui. France est Alors, dans le... déjà, pour répondre à cette question, pourquoi la France? Déjà parce que moi, j'habite en France. Je serai aux États-Unis. Certainement que j'aurais fait aussi un travail de lobbying aux États-Unis pour faire en sorte que la position de l'opposition congolaise soit entendue. Voilà. Parce qu'il faut faire une différence entre ingérence et influence. C'est pas toujours la même chose. Et là, C'est-à-dire on que est dans quoi concrètement? Dans voilà, c'est-à-dire l'influence? que là, concrètement, c'est un travail de lobbying. C'est-à-dire qu'il faut faire entendre la voix de l'opposition congolaise auprès des institutions françaises. Voilà, c'est un travail de lobbying qui est fait. Donc, nous ne demandons pas à la France de prendre des décisions à la place des Congolais, puisque ce sont la décision qui consiste à changer de régime au Congo-Brazzaville, c'est une décision qui appartient avant tout aux Congolais. Mais les Congolais ne sont pas seuls dans cette démarche-là, ils peuvent être accompagnés par des personnes qui appartiennent à d'autres nationalités et qui ont intérêt à ce que ça change au Congo. Donc ces personnes-là, il faut les intéresser, il faut leur faire voir que l'opposition, au-delà des différences, peut former bloc sur l'essentiel et se faire entendre pour être accompagnée. Donc c'est ça. Alors, je rappelle donc à nos téléspectateurs le thème de cette conférence, c'est Congo 2026, bâtir une convergence des oppositions pour l'alternance politique. Alors, quel intérêt donc d'organiser une telle rencontre à seulement un mois de cette échéance presque en pleine campagne électorale de la présidentielle? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la campagne électorale débute, commence une période, à la vérité, pour convaincre les populations congolaises, pour les opposants qui sont à l'intérieur, mais doit aussi commencer pour l'opinion internationale, l'opinion extérieure, une campagne aussi de sensibilisation pour préparer, pour amener l'opinion internationale à soutenir en fait la démarche dans laquelle se trouvent les oppositions, qui est une démarche d'alternance. Mais pour ça, il faut mettre en place un comité de concertation. Vous remarquerez que l'objectif, parmi les objectifs de cette conférence, c'est de mettre en place un comité de concertation dans lequel se trouveraient des délégués de tous les opposants qui vont intervenir le 7 février. Et ce comité-là va donc servir de relais ici en France et en Europe pour pouvoir mener le rapport de force pour que la voix des oppositions soit entendue. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les revendications de l'opposition à l'intérieur du Congo sont inaudibles, hein, il faut le dire, parce qu'elles ne sont pas entendues par le régime en place lorsqu'elles sont développées sur place au Congo, puisque moi, je suis un peu ce qui se passe à l'intérieur. Récemment, il y a eu un colloque de l'opposition mené par le président Mathias Nzon qui a exigé des conditions
d'élections transparentes avant de participer. D'ailleurs, ils se sont engagés à ne pas participer aussi longtemps que ces conditions de transparence ne sont pas réunies. Alors, la difficulté, c'est que c'est bien de faire des revendications, c'est une très bonne chose, mais il faut créer le rapport de force. Le rapport de force, il s'est créé aussi bien à l'intérieur qu'il s'est créé aussi à l'extérieur. Donc, il faut mettre en place une équipe ici, nous qui sommes ici en Europe, en France précisément, nous devons avoir une équipe qui sera composée des délégués des opposants qui vont intervenir, mais aussi des Congolais de bonne volonté qui souhaitent s'associer pour mener un travail de lobbying ici pour que la voix de l'opposition soit entendue auprès des institutions, non seulement françaises sur le plan bilatéral, mais aussi auprès des institutions de l'Union européenne. Donc, c'est un travail de lobbying pour lequel nous nous acheminons. Et lorsque vous parlez des oppositions, à quoi faites-vous allusion concrètement? Des oppositions. Alors, parce que quand on parle des oppositions, on parle en fait, des formations politiques d'opposition qui ne partagent pas forcément la même stratégie vis-à-vis de l'élection de 2026. Voilà, parce que vous avez des formations politiques de l'opposition qui considèrent que pour participer à l'élection présidentielle, il faut au préalable que les conditions de transparence soient réunies, ce qui est une bonne chose, ce qui est une exigence tout à fait légitime. Voilà. Mais vous avez des formations politiques qui estiment aussi qu'il faut tout de même y aller, hein, même si les conditions ne sont pas réunies, parce que ça peut être une occasion de mobiliser le peuple et puis de pouvoir, pourquoi pas, préparer un soulèvement du peuple. Voilà. Donc, vous avez en fait dans le terme les oppositions, c'est à la vérité il y a une différence de démarche, une différence de posture dans la manière d'aborder l'élection de 2026. Maintenant, nous, notre travail consiste à faire un travail de convergence de toutes ces oppositions, puisque ces oppositions, qu'elles soient d'accord pour participer à l'élection ou pas d'accord, toutes ces oppositions sont d'accord sur un fait. Et ce fait, c'est lequel? C'est qu'elles ne veulent pas que M. Denis Sassou Nguesso soit toujours chef d'État au-delà de mars 2026. Donc, il y a un grand commun rassembleur de toutes ces oppositions qui est le fait de bâtir une stratégie pour éviter que M. Denis Sassou Nguesso soit toujours chef d'État. Donc, au-delà des positionnements sur comment aborder l'élection de 2026, il y a tout de même un accord minimal sur la nécessité d'une alternance en 2026. Donc, c'est sur ça il faut travailler, il faut bâtir une convergence sur ces points communs, sur ces points de rassemblement pour impulser un rapport de force pour nous qui sommes ici en Europe dans le lobbying au sein des institutions françaises et européennes. Alors tout à l'heure, vous rappeliez que Mathias Nzon en fait, a déclaré ne pas aller à cette élection, probablement parce qu'elle est déjà biaisée, son organisation. On voit bien, depuis bien sûr l'enrôlement sur les listes électorales ou la révision de ces listes, au déploiement du matériel, parce que j'ai vu aussi un reportage où on commençait déjà voilà, à préparer le matériel de vote où l'opposition ne prend pas part, malheureusement. Et donc, Mathias Nzon n'ira pas à cette élection, vous avez dit. Évidemment, lorsqu'on se penche aussi sur la liste des participants, c'est-à-dire des intervenants à cette conférence, je remarque une grande hétérogénéité d'ailleurs parmi eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, on y trouve des opposants aux idéologies différentes et aux approches parfois fondamentalement divergentes aussi. Alors, ma question, c'est alors que vous êtes bien conscient de cela, parce que nous savons, et puis les Congolais ne sont plus naïfs, hein, il y a des opposants qui se plaisent bien sûr à ce statu quo, c'est-à-dire qui ont décidé d'aller à cette élection présidentielle en l'état, c'est-à-dire dans les conditions voilà, imposées par le PCT qui est au pouvoir. Et une autre opposition, une partie de l'opposition, vous avez cité Mathias Nzon, il y a également Clément Mirassa, donc qui est le président du Rassemblement des forces du changement, qui exige des préalables, c'est-à-dire les conditions de transparence. Alors, dans ce contexte, comment espérez-vous fédérer ces forces lorsqu'on sait qu'il y a évidemment des opposants qui se plaisent à ce statut et qui n'attendront pas qu'il y ait des préalables ou pas préalables, ils iront aux élections. Ils l'ont déjà déclaré. Et de l'autre côté,
Il faut bien des préalables, des conditions de transparence, sinon pas d'élection. Comment entendez-vous les fédérer? Oui, oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux positions sont compréhensibles et sont entendables sur le plan rationnel. Parce que ceux qui disent qu'il faut que les conditions de transparence soient réunies, ils ont raison. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection tout en sachant que, il n'y aura pas le respect du principe de la sincérité du scrutin. C'est un principe qui est essentiel dans une organisation d'élection. Voilà, bon. Ils ont raison de dire qu'il faut remplir les conditions de la sincérité du scrutin. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut tout de même y aller ont aussi leur raison, certainement. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse entre ces deux positionnements, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que si on dit qu'il ne faut pas aller aux élections parce que les conditions ne sont pas remplies, à mon avis, c'est une étape dans un processus. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on ne va pas participer à l'élection et puis on s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut Tout que ça à soit fait. une étape dans un processus. C'est-à-dire qu'on ne participe pas à l'élection, mais on prévoit quelque chose d'autre qui aura pour finalité d'aboutir à une alternance comme le veut le peuple congolais. Voilà, on ne peut pas simplement dire qu'on ne va pas aux élections et puis on s'arrête à ces stades. C'est pareil, pour ceux qui disent on va participer aux élections, on ne peut pas simplement dire qu'on participe aux élections dans des conditions actuelles, tout en sachant qu'on va de toute façon perdre et s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que les deux raisonnements, ce sont des raisonnements qui ne doivent pas s'arrêter à une certaine étape du processus. Ce sont des raisonnements qui doivent s'inscrire dans un processus. Et ce processus doit conduire à ce qu'on prépare les conditions d'un soulèvement populaire pour permettre qu'il y ait une alternance en mars 2026 ou en avril 2026. Donc, moi, je considère que ces deux positionnements, ce sont des positionnements d'étape. Ça ne doit pas être des positionnements définitifs, mais ça doit être des positionnements d'étape qui doivent s'inscrire dans un processus qui doivent être dirigés et organisés dans le cadre d'une convergence. Et c'est ça le but de la conférence et ce sur quoi nous travaillons. Alors, mais puisque vous parlez de la convergence des oppositions, c'est ce que vous indiquez, vous insistez là-dessus. Je voulais comprendre avec vous si c'est vraiment le manque d'unité qui serait un problème de l'échec de l'opposition, s'il faut appeler ça comme ça. Alors moi, je pense que, en fait, le point le plus important, c'est plutôt la stratégie. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est bien d'avoir un candidat unique, mais même si on a un candidat unique, s'il n'y a pas une stratégie claire de nature à mettre en place un rapport de force considérable, ça n'aboutira pas non plus. Vous voyez? Donc, ce qui compte à la vérité, c'est une convergence dans la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie en amont, c'est-à-dire avant qu'il y ait la mise en place de l'organisation des élections, la stratégie pendant l'élection et la stratégie après l'élection. Donc, je pense que la difficulté au niveau des oppositions, c'est à la vérité, c'est manque de stratégie globale au niveau des opposants. Parce que chaque opposant, à la vérité, a sa stratégie. Et cette stratégie, en fait, ne participe pas de façon globale à pouvoir permettre à la vérité une alternance ou un changement de régime, parce qu'il faut l'appeler comme ça, parce que chacun a son agenda et chacun s'en tient à son agenda. Donc, nous, le travail que nous voulons faire avec les intervenants qui ont voulu répondre à notre appel, c'est à la vérité d'avoir une déclaration unitaire, c'est de mettre en place un comité de travail ensemble pour préparer une stratégie globale d'alternance. Voilà, c'est vraiment ça. Évidemment, vous l'avez presque amorcé, l'élection présidentielle est individuelle, ça tout le monde le sait, et vous parliez tout à l'heure de renversement de rapport de force sur le terrain et que l'opposition ou les oppositions fédérées devraient opposer finalement ce rapport considérable comme vous l'avez d'ailleurs qualifié. Mais est-ce que pour autant le seul rapport suffirait pour que l'élection soit transparente? Parce que c'est là tout le problème. Moi, je voudrais un peu qu'on revienne, qu'on revisite l'expérience de 2016. Il y a eu des
des opposants qui sont allés, en rang dispersé d'ailleurs, il y avait plusieurs opposants, et qui finalement avait remporté l'élection. Après, on me posera la question de savoir quelles sont les preuves. Non, les preuves, c'est qu'on a entendu dire Pierre Ngolo, alors secrétaire général du Parti congolais du travail, c'est lui-même qui avait reconnu que Denis Sassou Nguesso avait perdu à Pointe-Noire, il avait perdu à Brazzaville, à Dolisie, dans la Bwenza, il a perdu dans le Niari, dans la Lekoumou. C'est lui qui citait, hein, il a perdu. Et après, on se pose la question, lorsqu'on a perdu toutes ces localités, ces zones à concentration, j'allais dire, à forte concentration humaine, et qu'à la fin, qu'on se dise qu'on a gagné, je crois qu'on n'a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre. Et donc, cette expérience a montré que même quand les Congolais partaient, ou les opposants partaient en rang dispersé, même s'il y avait 10 candidats, ils étaient capables de remporter Bien sûr, l'élection. bien sûr. Et c'est là que je reviens. Est-ce que c'est le fait d'être unis ou d'opposer ce rapport qui pourront gagner l'élection. Ou Oui, peut-être oui, c'est une mais stratégie, Monsieur Perrin, comme vous l'avez euh, développé tout à l'heure, se présenter, aller, et s'il y a quelque chose qui ne marche plus à ce moment-là, on déploie le plan B, c'est ça? oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, Monsieur Perrin, votre exemple, il est très éloquent parce que ce qui a manqué en 2016, c'est une stratégie commune pour gérer l'après-élection. Ouais, c'est-à-dire que au tout début, la stratégie, elle était bonne. Durant l'élection, la stratégie était bonne. Donc, ça a donné les résultats que vous venez de citer, hein. Donc, on sait bien que c'est le candidat Jean-Marie Michel Mokoko qui a été élu, on le sait. Et la difficulté, c'est que les opposants n'étaient pas d'accord sur la stratégie d'après. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains ont considéré que c'était Jean-Marie Michel Mokoko, d'autres ont considéré que c'était Parfait Kolela qui devait passer au deuxième tour. Et au moment où il a fallu défendre les résultats, parce que en fait, l'étape qui suit, c'est celle-là. Quand vous vous préparez à battre campagne, il faut aussi vous préparer à défendre les résultats que vous estimez être légitimes. Mais si vous n'avez pas une stratégie pour défendre les résultats qui sont légitimes, eh bien, le pouvoir en place s'impose par la force. Et en ce moment-là, il y a un hold-up de la souveraineté du peuple, et puis vous avez un régime qui s'impose par la force. Donc, la difficulté que nous avons, ce n'est pas tant les opposants qui doivent, il doit seulement y avoir un seul candidat de l'opposition, c'est pas ça. La stratégie, c'est comment on fait pour défendre les résultats qui sont les vrais qui sortent des urnes. C'est ça. S'il n'y a pas une stratégie commune sur laquelle les opposants peuvent être d'accord, on va revenir aux mêmes difficultés qu'en 2016. Vous voyez. Donc, le travail qu'il faut faire, il faut le faire maintenant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une convergence des oppositions sur la stratégie à avoir après la proclamation des résultats, puisque on sait que tel que les choses se dessinent, on va encore nous dire que Denis Sassou Nguesso serait élu. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes ici, par exemple, en France, en Europe, parce que chacun de nous, chaque Congolais, là où il est, il doit jouer son rôle par rapport à l'endroit où il est. Il doit jouer son rôle. Bon, nous qui sommes ici en France, nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas au Congo. Notre devoir, c'est de soutenir les opposants les plus crédibles qui sont au Congo et qui prennent des risques. Mais notre devoir aussi, c'est de pouvoir faire un travail de lobbying ici, puisque nous sommes ici en France et en Europe. Donc chacun doit, selon son lieu et ses capacités, être utile à la cause commune. Donc c'est là. C'est-à-dire que le travail, c'est de bâtir une convergence de stratégies communes pour, en fait, avant l'élection, puisque nous, la conférence du 7 février, mais on la prépare déjà, donc, il y a le cadre qui est déjà préparé. Donc, le 7 février, les opposants vont faire leur déclaration, leur intervention, mais on espère avoir une déclaration unitaire et puis un comité de concertation sera mis en place et on va continuer le travail. Donc, nous qui sommes ici, on va continuer le travail en lien avec ceux qui sont au pays. Donc, c'est pour ça que cette conférence met en avant les opposants du pays, parce que là, il s'agit de les soutenir, eux qui sont au pays et qui prennent des risques. Voilà. Alors, vous parlez donc du lobbying. Est-ce qu'on peut en parler? À quoi faites-vous concrètement allusion? Le lobbying mené où? En France, avec, bon, je sais qu'on ne déballe pas ces stratégies au public, mais on peut avoir une idée de quoi vous êtes en train de parler, en fait.
Ah non, non, mais nous qui sommes en France, moi je pense que à la vérité, nous devons tout faire, nous qui sommes en France, pour intéresser les cercles de décision en France sur la situation du Congo et comprendre que les Congolais ne veulent plus de ces régimes. Les Congolais n'en veulent plus parce que je ne veux pas faire la litanie de tout ce qui se passe au Congo parce que même un enfant de 5 ans, 6 ans au Congo sait que le pays est dans un état des plus lamentables. Voilà, mais nous ne pouvons pas, et je pense que ceux qui peuvent prendre des décisions, qui sont dans des cercles de décision ici en France, ont besoin de sentir aussi qu'il y a des personnes qui peuvent incarner une alternative à ces régimes. Il y a aussi ça. Donc, il y a un problème de crédibilité. Donc, si les opposants partent de façon dispersée, c'est difficile de défendre leur cause ici en France. Alors, si on arrive à bâtir une convergence, à dire que les opposants ont mis en place un cadre de travail, de concertation commun, et qui peut servir d'interlocuteur aux gens, aux décideurs qui sont ici, c'est déjà plus crédible, plus légitime. Parce que la difficulté que nous avons, c'est que chaque opposant, pour ceux qui essaient de faire un peu de lobbying ici, chacun fait du lobbying dans son coin. Vous voyez? Or, si on a un cadre commun entre plusieurs opposants, ça renforce la légitimité de ces cadres dans son rapport avec les décisionnaires ici en France, et pas seulement en France, même sur le plan européen. Donc, c'est là, en fait. Bon, on ne va pas, en Oui, fait, je comprends, détailler, on va pas mais ce qu'il stratégie en faut comprendre, public, c'est que nous, mais vous parlez d'un cadre, voilà, de on a besoin d'un concertation cadre de concertation qui réunit les opposants pour avoir la légitimité de parler en leur nom auprès des gens qui ont la décision ici en Europe. C'est ça, l'intérêt, c'est ça. Oui, mais venons-en donc au délai, c'est-à-dire le timing. Il est très intéressant. Une conférence qui aura lieu le 7 février 2026. On est en pleine campagne, je l'ai dit tout à l'heure, Mm. et c'est à ce moment que vous décidez, vous pensez commencer à mener le lobbying. Le lobbying, ça se mène en 2, 3 jours, une semaine. Bon, encore que s'il y a déjà des prémices, pourquoi Ah pas. oui, oui. Mais à un mois de l'élection, on est déjà en pleine campagne présidentielle. Euh, quelle Oui, garantie oui, oui, mais comment parce croire à que, cela? Comment ça va se oui, passer? voilà. En fait, parce que ce qui nous a été, ce qui nous est souvent demandé quand on rencontre des gens, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre commun des opposants. Voilà. C'est-à-dire que le fait que ça se passe de façon singulière, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Donc, il faut qu'on ait un cadre commun. Maintenant, la question du temps, parce que il y a déjà un travail qui a déjà commencé à être fait en amont, c'est déjà fait, ou c'est toujours en cours, même actuellement. Mais le 7 février, c'est pour officialiser en fait un travail qui est déjà un travail souterrain, déjà. Donc, Évidemment, non, moi je posais la question parce que il faut peut-être craindre aussi, hein, vous ne craignez pas que vous soyez surpris par les délais, et puis bon, pendant que vous menez le lobbying, évidemment, de l'autre côté, on a fait l'élection, après, monsieur s'est autoproclamé, et fini à ce moment-là, oui, vous mais serez probablement obligé de le capituler. travail ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que nous, c'est un travail. Parce que ce qu'il faut aussi éviter, c'est le travail politique qui est fait souvent à la veille des élections. Et que quand les élections passent, chacun retourne dans ses occupations et on attend la prochaine élection pour s'y réveiller. C'est-à-dire que le travail qui va être fait ou qui est fait et qui va prendre de l'ampleur à partir du 7 février, ça va être un travail qui va se poursuivre dans la durée. C'est-à-dire que En le sorte, travail... pardon, maître, vous êtes en train de dire, élection ou pas élection, votre travail continue comme quoi aussi, s'il y a élection et qui s'autoproclame, vous allez Ah oui, on va capituler parce que continuer. finalement, il aura un autre mandat et voilà, c'est ça. Oui, on va continuer. C'est-à-dire que le travail, c'est de créer les conditions, de créer les conditions d'un accompagnement des revendications de l'opposition dans le cadre de cette élection et de ce qu'il pourrait en sortir. Voilà, le travail, c'est celui-là. C'est vraiment de faire passer les revendications de l'opposition ici. Et si l'opposition estime que l'élection n'est pas crédible, c'est à nous de faire le travail pour que ça ne passe pas ici aussi. C'est-à-dire qu'ici aussi, que ça soit considéré comme pas crédible.
Voilà, donc, le C'est-à-dire, vous travail, êtes c'est en un train de travail dire avec la d'amplification. possibilité d'empêcher ou bien d'arrêter l'organisation de cette élection, c'est ça? Alors, parce que nous, on est à l'extérieur, nous, on n'est pas à l'intérieur. Le travail, c'est un travail qui doit se faire sur deux axes. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui doivent faire le travail à l'intérieur, et nous qui sommes à l'extérieur, nous faisons le travail à l'extérieur. Donc, euh, eux, ils ont le devoir de créer le rapport de force à l'intérieur. Nous, notre devoir, c'est de créer le rapport de force à l'extérieur, c'est-à-dire de mener un travail diplomatique ici à l'extérieur pour les soutenir, eux qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne peux pas me substituer à ceux qui font le travail sur le terrain. Parce qu'il faut être humble et reconnaître chacun ses limites dans ce qu'il peut faire. Donc moi, avec les autres qui vont être qui sont dans ce que nous sommes en train de faire, notre champ de travail, c'est l'extérieur, c'est la France et l'Europe. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est d'aider, de soutenir les opposants qui sont à l'intérieur et qui ont besoin d'être accompagnés par un lobbying à l'extérieur. C'est ça notre travail. Alors, on va peut-être aussi rappeler à nos téléspectateurs les différents intervenants à cette conférence. On peut les citer. Oui, bien sûr. Alors, il y a le président Clément Mirassa qui est participant. Il y a donc le président Nzinga Mabios qui est aussi participant. Il y a Destin Gavé qui est participant. Il y a Vivien Manangou qui est participant. Il y a encore, je crois qu'il y a aussi un émissaire de Et l'UPADES. Jean-Jacques Yobio-Pangos Il y sera a là. Jean-Jacques Serge Yombi Opango qui participe aussi. Et il y a un émissaire de l'UPADES aussi, je crois que c'est le chargé des affaires extérieures qui sera là aussi. Donc, en fait, nous, notre travail, c'est vraiment de rassembler. C'est vraiment de faire un travail de rassemblement pour créer une convergence. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui aurait changé de ce qui s'est passé en 2016? Parce qu'apparemment, vous rassemblez les mêmes acteurs qui s'étaient retrouvés déjà en 2016 et nous connaissons la suite. Vous voyez de quoi je parle? Et les Congolais savent ce qui s'est passé après. Et vous revenez sur les mêmes choses. Je n'ai pas envie de dire refaire les mêmes choses pour avoir les résultats différents. Oui, en fait, il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas désespérer des hommes. Il ne faut pas désespérer des hommes. Mais je ne suis pas non plus naïf, hein. Je ne suis pas non plus naïf. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, il faut mettre les gens dans des conditions de sorte qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, le peuple congolais serait en droit de dire qu'on aurait tout essayé. Voilà, on aurait tout essayé et ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été accompagnés ou qu'ils n'ont pas été aidés. Voilà. Donc, je pense que le travail que nous essayons de faire, c'est de pouvoir les mettre en situation de mener une politique de nature à répondre aux attentes des Congolais. Parce que les Congolais ne veulent plus ces régimes. Et donc, eux, ils ont la possibilité de travailler ensemble pour pouvoir réaliser cela. Et nous, ici, on peut les aider à ça. Donc, nous, les mettons devant leurs responsabilités, mais eux aussi, ils nous mettent devant nos responsabilités. Voilà, parce que nous aussi, qui sommes ici, on a aussi des responsabilités. Donc, je pense que chacun doit faire ce qui est de son devoir et dans le cadre de ses responsabilités, et puis le peuple jugera de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui aurait dû être fait ou de ce qui a été fait. Voilà. Merci, Maître Brice Nzamba. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et donc ça c'est votre casquette. Hein. L'autre casquette que je vais interroger, juste une question. Et ça sera la fin de cette émission. Vous suivez depuis un certain moment l'opération Zéro Kuluna qui se déroule au Congo-Brazzaville. Je ne veux plus revenir sur le mode opératoire. Tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Alors, je voudrais votre avis là-dessus. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, cette opération montre devant tout le monde quelle est la nature véritable du régime qui est en place à Brazzaville. Voilà, vous avez des gens qui disent qu'ils incarnent l'État et qui, à la vérité, se comportent comme des personnes qui sont simplement des délinquants. Vous voyez, parce que quand on incarne l'État, il faut savoir que l'État a le monopole de la violence, mais de la violence légitime. De la violence légitime. C'est-à-dire que la violence qu'exerce l'État,
est une violence qui est encadrée par les textes, encadrée par les lois. Et elle est exercée dans les limites de ce que la loi prévoit. Donc, on ne peut pas dire qu'on exerce une violence légitime et qu'on incarne l'État lorsqu'on exécute des gens de façon extrajudiciaire. Voilà, ça, ce sont des pratiques, ce sont des crimes, hein, des crimes, c'est un crime contre l'humanité de pouvoir exécuter des gens de façon extrajudiciaire. Et donc, moi, ce que je conseillerais, je pense qu'il y a des organisations de droits de l'homme qui sont au Congo et qui ont pris le soin de pouvoir répertorier tous les jeunes qui ont été assassinés par les personnes qui se prennent pour Et qui des agents continue de à l'ordre. l'être, hein, puisque l'opération a Voilà, toujours cours. Hein. puisque ça continue. Donc, moi, je pense que le travail à faire, il faut que la société civile congolaise puisse répertorier les noms de tous les jeunes qui ont été assassinés. Et puis, une fois que c'est répertorié, il faut les faire, il faut saisir les avocats qui sont ici en France. Nous, on est disponible pour ça. Et donc, dans ces conditions-là, il faut savoir que la Cour pénale internationale, on peut la saisir de trois façons. Il y a le Conseil de sécurité qui peut saisir la Cour pénale internationale. Vous avez l'État signataire donc du traité de Rome qui peut saisir la Cour pénale internationale, mais les associations peuvent aussi saisir le procureur de la Cour pénale internationale dès lors qu'il y a des éléments, parce qu'il faut rassembler les éléments, des natures à laisser penser qu'il y a des crimes qui ont été commis. Et là, le procureur, s'il estime qu'il y a suffisamment d'éléments, il peut ouvrir une enquête là-dessus. Donc, je pense qu'il faut sortir un peu aussi de l'émotion, c'est-à-dire seulement des reproches, des réprobations, mais il faut rentrer dans l'action. Il faut rentrer dans l'action. Voilà. Parce que le problème que nous avons aussi, c'est que nous ne sommes pas peut-être suffisamment organisés, parce qu'il faut que les associations de la société civile fassent leur travail, répertorier tout ce qui est commis, les assassinats, et puis prendre contact avec les cabinets d'avocats ici en France pour que les actions soient menées. Voilà. Merci, Maître Brice Nzamba. Encore un plaisir de vous avoir eu sur notre C'est plateau. Merci partagé, d'avoir M. Perrin, répondu c'est à nos partagé. questions. Et c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, les petits gestes qui sont très importants pour nous, c'est votre contribution à cette activité. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Ne passez jamais sans le faire. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette initiative, la conférence bien sûr des oppositions congolaises qui aura lieu le 7 février 2026. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.